Bonjour, aujourd'hui on va au Musée national de l'histoire de l'immigration. भाई टिकट ले लो ये लो ठीक है आप क्यों लेट आए हो D'honneur en cas, c'était au final. Ah tiens. Huguenot, Huguenot, c'est un mot pour dire comme ça, littéraire. Hmm.
Mhm. Lettres de France, 1791. Après un voyage très rapide, si le paquebot qui m'a conduite de Brighton à Dieppe eût fait voile quelques heures plus tard, si le vent m'eût été contraire, enfin, si je n'étais pas parvenue à Paris au moment où j'y suis arrivée, j'aurais manqué le plus beau spectacle qui peut-être ait jamais été représenté sur le vaste théâtre du monde. C'était la nation qui formait le spectacle. Je vous parlerai de 1000 drapeaux ondoyant dans les airs, d'arcs de triomphe décorés avec art, d'hôtels sur lesquels fumait l'ensemble de 200 000 hommes formant une longue et majestueuse procession. Et comment vous peindre la conduite et les impressions des spectateurs? Comment rendre les sensations impétueuses, l'ivresse et la joie de cette immense multitude? Un demi-million d'hommes contemplant un spectacle qui offrait à leur regard tout ce qui peut élever et flatter l'esprit humain, qui réunissait aux idées morales les plus propres à exciter l'enthousiasme, la pompe et l'éclat d'une cérémonie religieuse qui parlait à l'imagination, au cœur et à la raison. Il y a en France environ 5500 immigrés polonais. De ce nombre, 500 vivent sans subside des débris de leur fortune. 3000 travaillent et sans distinction de rang, comme hélas sans distinction de force physique, se livrent aux professions les plus pénibles. Les proscrits ne se plaignent pas et ne demandent rien. Loin de se croire humiliés, ils portent noblement la misère qui est le partage des durs travaux. Ils remuent la terre sur les grandes routes. Ils font mouvoir des machines dans les manufactures. Les filles des compagnons de Jean Sobieski ne sont plus soldats. Ils sont ouvriers pour ne pas être mendiants sur une terre étrangère. 450 autres immigrés suivent l'enseignement de nos savants dans différentes écoles. Mais il reste environ 1100 personnes, vieillards, femmes et enfants, accablés par les infirmités, la misère et le désespoir. Le temps, loin d'adoucir cet amer regret de la patrie, semble avoir rendu plus profond encore le découragement des victimes. Le chiffre des exilés morts en 1832
est de 11 seulement. Et cette année, il s'élève à 74. À mesure que les rangs s'éclaircissent, la misère augmente. Car l'abattement moral, l'épuisement des forces sont le partage des chefs de famille, des mères chargées d'enfants. Des orphelins restent sans ressources, des vieillards sans consolation, des jeunes filles sans conseil et sans avis. George Sand, la princesse Anna Czartoryska, 1839. Printemps des Blancs. En fait, c'est un moment où il y a eu des révolutions partout en Europe. C'est après la crise irlandaise de la En fait, c'est la une domination sociale. Ouais, une épidémie. La nationalité est le bien juridique unissant un individu et un droit. Distingue en revanche les régulateurs au sujet du droit, sur le sol français, des auteurs étrangers soumis au droit romain, un droit prévoyant que les biens d'un individu décédé reviennent à la couronne si ce dernier n'a pas d'héritier en France. Le roi peut toutefois délivrer des lettres de naturalité qui font d'un bovin un sujet du roi. Au premier temps de la Révolution, un profond changement politique intervient. Les rénicors, sujets du roi, deviennent citoyens et acquièrent de nouveaux droits civils et politiques. Les membres de minorités religieuses, auparavant persécutées, deviennent également citoyens. Une loi du 15 décembre 1790 redonne la qualité de français aux protestants exilés et à leurs descendants. Quant aux juifs, privés de droits sous l'Ancien Régime, ils sont émancipés et deviennent des citoyens. Dans la continuité de décrets adoptés en 1790, pour l'abolition du droit de veine, la Constitution du 3 septembre 1791 redéfinit le droit de la nationalité. Elle fait prévaloir le principe du droit du sol, un droit attribuant à un individu la nationalité du pays de sa naissance. Ainsi, l'individu né en France d'un père français, de même que celui né en France d'un père étranger résidant en France, sont français dès la naissance. L'individu né à l'étranger d'un père français, mais réinstallé en France, est également français, après avoir prêté le serment citoyen. C'est le droit du sang. L'individu est français, car son père est aussi français. Concernant la naturalisation, elle est à cette époque automatique pour l'étranger, sous certaines conditions. Être installé en France depuis 5 ans et prêter le serment civique ou attester de lien avec la société, tel qu'un mariage avec un Français. Défendant la liberté et l'égalité politique pour tous, la première constitution révolutionnaire, adoptée en 1791, distingue pourtant deux catégories de Français. Les citoyens actifs, qui désignent les hommes depuis 25 ans disposant du droit de vote, et les autres, appelés citoyens passifs, parmi eux les femmes ou les domestiques, qui disposent de certains droits civiques et sont privés du droit de vote. Pourtant, ces citoyens et ces citoyennes peuvent s'investir dans la vie publique, comme le font d'ailleurs les étrangers. Au même moment, dans les colonies des Antilles françaises, une économie de plantation recourant aux esclaves persiste encore. Mais sous la pression de nombreuses révoltes, dont celle menée par Toussaint Louverture et ses hommes, l'esclavage est officiellement aboli le 4 février 1794. Les anciens esclaves deviennent alors des citoyens français, et ce, jusqu'en 1802, date du rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte. Alors que la Révolution française intègre dans la nation des catégories pour exprimer et facilite l'acquisition de la nationalité, un tournant plus restrictif intervient avec le Code civil de 1804 et la période impériale, choisissant le droit du sang comme principal critère d'attribution de la nationalité française. Quant à la naturalisation, elle est prononcée par décret spécial de l'empereur, après une demande de l'étranger justifiant de 10 ans de résidence en France. Pour garantir l'intégration des étrangers, le droit du sol est conservé, permettant à tout étranger né en France qui le souhaite de devenir français à sa majorité.
Une aigrette. Et vous en avez ici un exemple. Voilà. C'est un peu mystérieux. Oui, ça paraît.
It is astounding when you see this common trait. And yet also France is the first country in French and also it's like, you know, it's like they were good. 1936 you get a president of France, you know, I mean, but then, as you say, because of the way that as T'as vu, est-ce que t'as lu un petit peu? T'as vu la photo? Des personnes qui c'est quand la révolution en France, c'est quand on a arrêté la fête de
So Panthéon is where the French Republic sends. Oh, you want to? So every different residence in France have the right to take the ashes of the body. The latest entry of Grandhomme is this person over here who is called Manikian. And he was Armenian. He has entered the Panthéon with behind you is a very famous document which was published on here. All those it's easy to say, look, don't listen to them, every single one of them. هذا من التلزيق. Approchez madame, regardez, vous ne pas. Okay, so the end of the door, will that affect displacement? Influx of people coming in here. Exactly. And when they so the pieds noirs, the sectors all Algeria. So très important de se souvenir. Ouais. Bah après, pour ça, par exemple, on est plutôt plus c'était des trucs. Il y avait même plus de genre que des Algériens, des trucs comme ça. Ouais, c'était écrit. C'est l'exemple de CITED, le project. When you have poverty and delinquents and it becomes sort of like as a crime because of that kind
Croisement des années 1980 et 1990, l'extrême droite connaît ses premiers succès électoraux, contribuant à imposer la question migratoire et les enjeux d'intégration comme objet de controverse dans l'ensemble de la classe politique. Au même moment, le droit de la nationalité se trouve au cœur d'un profond débat. Qu'est-ce qu'être français? Comment la nationalité doit-elle s'acquérir, en particulier pour les étrangers nés en France? Au cours de la première cohabitation, entre 1986 et 1988, Jacques Chirac, nommé Premier ministre par le président de la République, François Mitterrand, lance un ambitieux programme de réforme du droit des étrangers et de la nationalité. Dès 1986, Charles Pasqua, son ministre de l'Intérieur, porte un projet de loi qui prévoit notamment la suppression du caractère automatique de l'acquisition de la nationalité, à la majorité, pour les jeunes nés en France. Pour devenir français, ils doivent à présent en faire la demande entre 16 et 23 ans. L'acquisition de la nationalité par mariage sur simple déclaration est également supprimée. Elle est remplacée par la procédure de naturalisation. La réforme rencontre une très forte opposition. Une partie de la jeunesse, mobilisée contre la réforme de Vaquet des universités, est également opposée à cette évolution du droit de la nationalité. À la suite du décès du jeune Malik Oussekine, fin 1986, frappé à mort par des policiers, la réforme de Vaquet est abandonnée et celle de la nationalité suspendue. Une commission de la nationalité, présidée par Marc Solon, vice-président du Conseil d'État, est alors chargée de proposer un nouveau projet, fondé sur l'intégration sociale et l'unité nationale. En 1987, cette commission propose d'une part que les jeunes déclarent leur volonté de devenir français, d'autre part que la naturalisation française soit facilitée, notamment en obligeant l'administration à motiver ses décisions de rejet. Cette réforme est finalement adoptée en 1993. Elle met fin à l'acquisition automatique de la nationalité française à la majorité par les jeunes nés en France. En 1997, la gauche est de retour au pouvoir avec le gouvernement de Lionel Jospin. Une nouvelle réforme est adoptée en 1997 à la suite d'un rapport rendu par l'historien Fanny Rebecca. Cette réforme, portée par la ministre de la Justice, Elisabeth Borne, rétablit l'acquisition automatique de la nationalité à la majorité, tout en fixant la possibilité pour les jeunes âgés de 18 ans de réclamer la nationalité avant leur majorité par le biais d'une déclaration de leurs parents, puis seuls dès l'âge de 16 ans. À la même période, la France réaffirme son engagement européen en adoptant le traité de Marseille. Le traité institue une citoyenneté de l'Union qui matérialise pour chaque Européen son appartenance à une Europe politique. Pour la France, cette citoyenneté concerne aujourd'hui autant le territoire métropolitain que les Outre-mer. Le droit, y compris de la nationalité, fait cependant l'objet de nombreuses adaptations. Chaque citoyen européen dispose dès lors de droits politiques dans l'État membre où il réside, de même que de grandes libertés de circulation et d'installation sur l'ensemble du territoire de l'Union.